En fait, les classes travaillistes sont des premières victimes du dérèglement climatique ici dans les pays occidentaux. Ça y est, nous y sommes, nous aussi, ce n'est plus que le domaine des pays sous-développés lointains. Nous avons plein de gens dans le besoin ici qui ont déjà perdu du temps et de l'argent à cause du climat. Par exemple, être sous les toits ou essayer de couler du béton sous le soleil de juillet et août en 2019, moi j'y étais personnellement et je peux vous dire que ce n'était pas très drôle. Ça a exigé énormément de réorganisation sans cesse et pas mal de risques pour notre propre santé. Que ça soit faire bouillir sa propre cervelle sous le soleil caniculaire à ne plus pouvoir faire des additions simples dans sa tête à partir de 10h30 le matin, ou juste finir trempé comme un rat sous les déluges de cet automne où nous avons passé d'un extrême climatique à une autre du jour au lendemain avec maintenant 12 semaines de torrents pluvieux quotidiens qui ont fait que tout travail extérieur est décalé, embourbé, rapoté, annulé et enrhumé. So precious! Je le redis. Dans le monde des travailleurs manuels de dehors, nous savons bien qu'il y a un problème avec le climat car nous y sommes confrontés tous les jours. Alors, l'objection principale que j'entends dans le monde populaire est plutôt dans la question de qui c'est qui va décider comment résoudre le problème. Et voilà la bonne nouvelle qu'avec un tout petit peu de désobéissance civile et notre chère Extinction Rebellion ont arrivé à décrocher leur demande d'avoir un conseil citoyen tiré au sort pour s'adresser aux crises du climat avec apparemment les vrais pouvoirs législatifs. Et si l'affaire n'est pas sabotée entre deux, ça sera un vrai pas vers une vraie démocratie. Outre-Manche, c'est pas le cas. Nos dirigeants britanniques ont répondu à Extinction Rebellion avec pas mal de mépris, en les traitant d'abord de cultes apocalyptiques, et dans son style d'être habituellement vague de partout, Boris Johnson a parlé de la lueur d'un espoir, de l'arrivée d'une gamme de technologies neuves, presque près, quelque part. Mais Boris est un peu vague sur les détails sur où ni où quand ça va arriver. Mais bon, selon Boris, parmi toutes ces nouvelles machines, il va y avoir du quoi capter et stocker le carbone de façon synthétique et donc de rendre payant le même travail qu'ils font les arbres. Et personne ne pose la question de l'énergie exigée pour faire tourner tout ça. Et malgré le non-sens total de l'histoire à venir, Donald Trump, Boris Johnson, Elon Musk et compagnie ont toutes l'air d'avoir des projets de science-fiction très énergivores sur la planche. Et je ne serais pas du tout surpris de voir apparaître des sources d'énergie assez étonnantes dans un avenir proche. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, le consumérisme ne va pas mourir à cause d'un simple manque de pétrole, car l'énergie du système vient de nous, et nos dirigeants n'ont pas besoin des arbres pour nous y maintenir. Au contraire, sans la sagesse des arbres, nous sommes beaucoup plus faciles à conduire vers la caisse. Alors, en regardant dans mes propres boules en cristal, je trouve que c'est plus que prévisible que la technologie pour attraper le méchant Gaz carbonique! va être centralisé et financé par nos impôts sous menace médiatisée d'un cataclysme contrôlé. Et si nous ne sommes pas tout à fait convaincus, le prélèvement à la source ne laissera plus trop le choix, car nous avons bien le couteau numérique sous la gorge maintenant. Et donc voilà comment nous allons financer la naissance de Veolia Carbone, qui va faire profiter une minorité de riches encore une fois, pendant que nous, les masses populaires, sommes maintenus dans l'austérité et probablement dans l'obscurité. Mais revenons au présent et ce clivage sur le climat. Le sentiment populaire au sujet du climat et de ses activistes est devenu une véritable caricature. On me dit que le mouvement des écologistes est un phénomène de la classe moyenne, composé de bobos universitaires suréduqués sans aucune expérience dans la vraie vie. Et malheureusement, c'est loin d'être faux. Et ne vous inquiétez pas, la presse capitaliste a su en profiter et en jouer avec finesse pour dessiner une grosse ligne entre écologie et la liberté de la parole pour diviser pour mieux régner encore une fois. Regardons un autre cas de polarisation médiatique documentable afin que nos écolos comprennent ce qu'on peut dire de derrière le dos. Vous serez peut-être étonné de savoir que notre président ultralibéral Emmanuel Macron se joue l'écologiste sur la scène internationale.
Manu est le seul dirigeant d'un pays accidentel à avoir donné l'oreille à Extinction Rebellion, et étant plus habile avec ses mots que Greta et Donald, Macron a déniché un succès fou et se dessine comme étant un mec à la fois charmant et compétent et engagé pour sauver la planète. Mon cul! Presque personne à l'étranger a entendu que notre cher Manu vient d'éviter un échec constitutionnel avec sa première tentative de transition écologique avec l'invention de la taxe carbone, alors qu'ici nous savons bien qu'il n'a réussi qu'à punir les plus pauvres et de provoquer l'apparition des gilets jaunes. Donc, céder à Extinction Rebellion était en fait inévitable pour Emmanuel Macron, car il avait déjà des gilets jaunes et le CRS dehors tous les samedis, et il ne fallait absolument pas que les méthodes sophistiquées de Extinction Rebellion se répandent parmi les autres mouvements dans un pays comme la France. Attention, attention, les manifestations doivent rester dans les règles de l'art et sous tutelle des syndicats agréés et ne pas devenir une opportunité pour l'innovation sociale. Merci. Donc, stratégiquement, il fallait donner le conseil citoyen aux écolos pour les enlever de dehors et les enfermer dans une salle de réunion. Problème réglé. Et la cerise sur le gâteau est qu'en cédant à Extinction Rebellion, simultanément tenant la tête de l'Union européenne face à la méchante Brexit et Boris Johnson outre-Manche, Macron est maintenant vu comme étant un héros du progrès, un homme moderne, à l'écoute des écolos, des intellos, etc. Pour les bobos britanniques dans l'extrême gauche du mouvement pro-européen, Macron est vu comme étant assez courageux pour aller de main forte contre les méchants populistes ignorants, alors qu'ici, il est vu comme un dictateur en service des banquiers et les multinationaux comme Donald Trump et Boris Johnson de l'autre côté de l'eau. Il est très important de se rappeler que l'étincelle de la rébellion populaire contre l'écologie de Macron était tout simplement car le programme était encore conçu, mis en place et soutenu par tous les administrateurs et les fonctionnaires métropolitains qui sont à l'évidence assez déconnectés de la réalité de tous les jours et qui doivent être bien enfermés dans leur cage climatisée de métro, boulot, boutique bio, film documentaire, dodo. Rien que sur l'évidence de l'apparition de la taxe carbone en 2018, j'en déduis que l'ensemble de nos chers administrateurs et technocrates n'ont pas pensé aux gens qui ont besoin d'un camion diesel au quotidien pour aller bosser et gagner 4 sous, ou que, à force d'être sous la flotte pendant 8 heures par jour, que nous avons besoin de nous chauffer un peu plus fort le soir en rentrant pour se réhabiliter nos articulations, car en réalité 18 degrés ne suffit pas, même avec un pull en laine chameau Angora Mongolian bio de commerce équitable. Évidemment, je ne m'y attends pas à ce que ce genre de pensée pragmatique rentre dans les paramètres stratégiques d'un gouvernement qui est rempli de politiciens professionnels. Ils sont par définition déconnectés de la réalité des masses. Il n'y a pas de surprise là-haut, en haut de la pyramide. Mais que les fonctionnaires juste en dessous ne sont pas joints aux gilets jaunes pour arrêter la machine étatique et ouvrir le débat, ça me choquait profondément. Et voilà que nous avons vu le clivage climatique à la française avec d'un côté les bobos qui se croient avoir le monopole intellectuel sur le climat en consommant autrement et de l'autre côté des vrais gens qui en chient face au climat tous les jours et qui sont trop pauvres pour consommer éthiquement. Et donc la fin de ma pensée se confirme que nous avons plus que jamais besoin d'une écologie populaire avec une vraie permaculture productiviste derrière pour court-circuiter la destruction, nourrir tout le monde et résoudre la barrière. Attention, attention, nous avons besoin d'une écologie populaire avec une vraie permaculture productiviste derrière pour court-circuiter la destruction. Merci. Et en attendant, ne rentrons pas dans la haine envers nos chers fonctionnaires. Comme vous allez voir plus tard, en permaculture, nous traitons des nuisances invertébrées avec empathie et compréhension d'abord. Et avec un tout petit peu de perspective, j'en déduis que la classe administrative qui vit en dessous les culs de nos élus sont un peu les victimes de leur propre poste. En fait, je les plains très fort, les pauvres. Sans même le savoir, ils ont un intérêt existentiel que le pouvoir administratif continue d'exercer sur nous, les masses administrées, peu importe la cause et évidemment peu importe le chef, car s'occuper de la vie des autres dans le moindre détail, c'est à la fois leur gagne-pain et c'est aussi leur chère retraite.
mais c'est aussi leur tour d'ivoire intellectuel à l'intérieur duquel ils sont très susceptibles au phénomène de groupthink et donc par définition à la fabrique du consentement, et le Reich de la pensée supérieure continue sans frein sous règne de Adolf Hitler. L'important est de faire attention à la polarisation du débat. Il est facile de se laisser embobiner dans ces pensées clivantes qui font que chacun s'isole pour 1 euro et se croit avoir raison et vérité bien enfermée dans son propre camp. Et tous les débats à la télé ne sont que des guerres de le verbe au lieu d'être un moment d'entente et de compréhension. Et les algorithmes de nos réseaux sociaux semblent être préprogrammés pour nous diviser dans les chambres à écho de plus en plus individuelles qui ne font que confirmer notre trajectoire d'origine qui est, le plus souvent, d'avoir inséré sa tête dans son propre anneau magique pour le faire disparaître de la réalité version 1,0 comme si par de la magie. Il faut aller dehors et faire des choses productivistes ensemble sans vos téléphones car la division et la polarisation nous mènent nulle part et très vite. Et cependant, derrière nos dos, le cycle d'eau se polarise autant que nous et il augmente en force et vitesse et nous mène vers une situation qui est prévisiblement chaotique mais qui est aussi potentiellement évitable. Donc, regardons ensemble maintenant le niveau de la bêtise technique et on va voir qui n'est pas d'accord à la fin. Les 2 pôles, nord et sud, en conjonction avec des gros glaciers trouvés sur les montagnes, ce sont des réserves d'eau qui remplissent plusieurs fonctions très importantes et qui rendent donc la vie sur Terre relativement facile pour nous, à condition que nous sommes prêts à être raisonnables avec la biosphère. Alors, tout écosystème glacial est composé de l'eau. Et en plus, c'est de l'eau fraîche, ça veut dire sans sel. Et proportionnellement à l'eau salée, l'eau fraîche est assez rare. Donc, nous avons des grosses plaques d'eau fraîche qui ne bougent plus. Ils sont figés en place sous forme de neige, empilés et comprimés par le temps pour devenir d'épaisses couches de glace qui ne bougent que très peu et dans lesquelles nous pouvons apparemment mesurer l'histoire de notre composition atmosphérique. Alors, la stabilité relative de notre climat ces derniers 10 000 ans a fait que les pôles et les glaciers ont suffisamment maintenu leur inertie froide chaque été pour attirer et attraper de nouveau de la neige en abondance chaque hiver pour remplacer un peu la glace qui a fondu pendant la période estivale. Et donc, en quelque sorte, les meilleurs glaciaux se vident un peu en été et tant qu'ils restent au-dessus d'une certaine masse et en dessous d'une certaine température, et reste capable de refaire le plein de neige et donc de froid chaque hiver. À son tour, ce phénomène de froid pérenne aide donc à réguler la quantité d'eau qui est en circulation et aussi les températures et le climat en général. Ces masses froides provoquent aussi des vents glaciaux qui sont fort intéressants à cause de leur régularité et aussi à cause de leur prévisibilité. Sur le pôle Nord, par exemple, le vent est quasiment constant, toujours dans le même sens et à une vitesse très régulière. Et la cerise sur le gâteau dans ce cas-là est qu'il n'y a même pas d'association de résidents réunis contre les éoliennes. Mais bon, ça c'est juste une idée. Alors, il faut savoir que toute la pluie et toute la grêle qui tombe du ciel commence à descendre sous forme de flocons de neige. Chaque goutte de pluie est en fait un flocon fondu et le grêlon est une goutte recongelée en glaçant avant son atterrissage. Nous appelons ça la précipitation et quand il y en a beaucoup qui tombent du ciel pendant toute une saison, genre en hiver, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette eau sous forme de neige cristalline qui est immobile et collée en hauteur loin de tout le monde en bas car ça aide à éviter qu'il y ait des inondations dans la plaine tous les jours. Et puis de l'autre côté, en été, le fond estival de la glace va assurer un débit régulier pour alimenter fiablement plein de petits ruisseaux pendant que la pluie fait grève.